La région Provence-Alpes-Côte d'Azur accueille aujourd'hui un cinquième de la population musulmane de France, soit plus d'1 million de personnes. Une histoire commune entre l'islam et cette région qui n'est pourtant pas nouvelle. En effet, dès le Moyen-Âge, les musulmans se sont installés durablement sur les côtes de Provence et dans le massif des Maures. La présence musulmane a été sporadique en Provence au cours des 8e, 9e et 10e siècles. Dans toute la Provence, on sait qu'ils ont fait des incursions en Provence occidentale d'abord, et puis l'établissement un peu plus durable a été présent dans le Fresnay, c'est-à-dire dans la région qui entoure le golfe de Saint-Tropez. C'est l'acception ancienne du terme. Là, ils se sont établis au lieu de faire des raids de piratage, en somme. Ils se sont, d'après les chroniqueurs de l'époque, le hasard d'une tempête les aurait jetés à l'intérieur du golfe pour chercher un abri, et ils auraient pris pied. Ils se seraient installés. Les musulmans vont être présents dans le massif des Maures. C'est vers Saint-Tropez. Saint-Tropez, qu'on appelle aussi le golfe des Maures. Derrière, vous avez le Canet des Maures. Tout cet endroit a encore des noms en résonance arabe. Le mot sarrasin revient très souvent dans les rues. Il y a des maisons qui s'appellent les sarrasines. Vous avez aussi donc cette présence. C'est vrai qu'à l'époque, on était au Moyen-Âge, qu'il y avait des batailles, il y avait aussi des alliances entre différents seigneurs, donc des alliances avec les princes musulmans de l'époque qui étaient sur place. Cette principauté arabe était rattachée à Cordoue, au califat de Cordoue. Et donc, ils ont vécu avec leurs familles, plusieurs centaines de familles. Et aujourd'hui, nous avons dans la population locale des gens qui se réclament de cette origine sarrasine. Par contre, au niveau des vestiges, malheureusement, ce n'est pas très exploré. Donc peut-être qu'à l'avenir, il y aura des efforts qui vont être faits pour pouvoir aller vraiment faire des fouilles archéologiques importantes. Mais on a quand même trouvé des traces, notamment des épaves à côté de Saint-Tropez. Et donc on a une présence là-bas assez importante, musulmane. Et Ramatuel, on le lit aussi au terme arabe, Rahmatullah. Alors c'est vrai que ceux qui se sont échoués sur ces côtes-là, alors peut-être que de cette joie d'être sauvés, on a dit, voilà, grâce à Dieu, voilà, remerciement à Dieu, et on dit Rahmatullah. Les musulmans vont à nouveau marquer de leur présence la région PACA à l'occasion des 2 conflits mondiaux du XXe siècle. Plusieurs villes de la région ont érigé des monuments pour rendre hommage à l'armée d'Afrique. Composée de nombreux soldats musulmans, elle aura un rôle déterminant pendant la Grande Guerre, mais aussi durant la Seconde Guerre mondiale. Et clin d'œil de l'histoire, c'est dans le golfe de Saint-Tropez, le golfe des Maures, que cette armée d'Afrique débarquera en août 1944 pour libérer la France. Nous sommes à Fréjus, au bord de la plage, et derrière moi, il y a le monument érigé en l'honneur des tirailleurs sénégalais. Ces tirailleurs sénégalais, présents dès la Première Guerre mondiale ici à Fréjus, 85 000 hommes vont être cantonnés ici avant d'être envoyés au front. Dans ce cantonnement ici, les tirailleurs sénégalais vont ériger une mosquée, la mosquée Missiri, qui est encore présente aujourd'hui. La mosquée Missiri est une réplique de la mosquée de Djenné qui est donc sur le territoire maléen. Il faut savoir qu'à Fréjus s'est établi un grand camp de transit, d'acclimatation des soldats des troupes coloniales qui venaient renforcer les soldats pendant le conflit de la Première Guerre mondiale. À la fin du conflit, certains soldats sont rentrés donc dans leur pays natal et d'autres sont restés ici à Fréjus. Et c'est à cette occasion qu'un capitaine, Abdelkader Mabenda, a proposé de créer cette mosquée afin que les soldats d'origine africaine retrouvent un petit peu de leur pays et puissent retrouver des racines culturelles ici sur le territoire français.
Deux autres mosquées ont existé dans la région PACA dès 1860. Elles ont été construites à Martigues par Félix Ziem, un artiste fasciné par l'Orient, mais n'ont jamais été dédiées à la prière rituelle. Détruite dans les années 70, on a érigé à la place de l'une d'entre elles une armature en forme de mosquée au sein d'un jardin public. Mouloud Benayat se souvient de ses jeux d'enfants parmi les ruines de cette mosquée. C'est dans cette mosquée que nous jouions quand nous étions petits avec les copains d'ici, du quartier. C'est ici le quartier de Fonsarade. Et ce qu'il y a, bon, c'est vrai qu'il n'y a plus le minaret, il n'y a plus le dôme sur la mosquée, c'était plus que des ruines. On jouait à cache-cache, mais l'appellation est toujours restée la mosquée. J'ai vraiment regretté que cette mosquée n'ait pas été réhabilitée, ne serait-ce que pour faire un lieu de mémoire sur Ziem. Aujourd'hui, la région PACA souffre du manque de lieux de culte. Plusieurs ont vu le jour ces dernières années pour répondre aux besoins des fidèles. La mosquée Er Rahmaniya est la plus ancienne de Marseille. Construite au milieu des années 70, elle est en pleine réhabilitation. L'année 75, il y avait un vide spirituel à Marseille. Il y avait un afflux immigratoire, parce qu'il y avait un boom économique. Donc la France fait venir beaucoup de personnes, Marseille surtout. Donc les notables de Marseille, qui étaient des commerçants anciens depuis longue date, ont essayé de combler ce vide spirituel, c'est-à-dire de faire un lieu de culte musulman. On a commencé par louer un garage, et petit à petit les choses commencent à se concrétiser. Donc il y avait une volonté de prendre un lieu pour essayer d'avoir un lieu sûr et stable. Ce n'était pas facile à l'époque. L'opinion politique n'est pas prête. La municipalité également. Il n'y avait pas la loi de 81, donc c'était difficile d'avoir une association autonome. Et la problématique de l'époque, c'était de rassembler l'ensemble des nationalités communautaires. Donc on a rassemblé les Comoriens, les Montagniens, les Algériens, les Tunisiens, les Français musulmans. On a fait ce qu'on appelle une union d'ensemble. Ce lieu, il a été choisi en conséquence de l'utilité, de l'efficacité. Il y a le port, l'aéroport et la SNCF. Et l'engroupe, c'est-à-dire l'ensemble. C'est pas un hasard, ça a été volontairement calculé. Parce qu'on doit offrir une prestation de service aux voyageurs, aux passagers et aux gens de la cité. Depuis, les besoins en capacité d'accueil ont augmenté. De plus en plus de fidèles participent à la grande prière du vendredi. La mosquée Islah est la plus grande de Marseille. Elle peut accueillir plus de 1000 personnes. Cet exemple il doit être donné à tout le monde, sans distinction, sans exclusion. Et c'est un exemple pour un croyant, et c'est un exemple aussi pour un non-croyant. Même le non-croyant, à un moment donné, doit savoir qu'il y a une puissance au-dessus de lui, une force au-dessus de lui. S'il a cette santé, s'il a cet argent, s'il a ce pouvoir, il doit s'en douter qu'à un moment donné, c'est pas uniquement de son propre effort, c'est pas uniquement de son intelligence qu'il a eu tout cela. La mosquée d'Islah est très engagée dans le processus de l'intégration. On dit aux gens, écoutez, il ne faut jamais rester en marge de la société, il faut toujours être là, on fait partie de cette société, on doit lui apporter quelque chose. Nos ancêtres ont apporté énormément à la civilisation, et donc nous aussi, aujourd'hui, avec notre religion, avec notre culture, et même parfois avec nos coutumes, on peut apporter énormément de choses. C'est pour cela qu'on leur dit, n'ayez pas peur de votre religion, n'ayez pas honte de l'appartenance à la religion, soyez fiers d'être musulmans et vous allez voir ce que l'islam peut nous apporter et peut même apporter aux autres, Inch'Allah. La région PACA bénéficie d'un tissu d'associations et de lieux de culte de plus en plus étoffés pour répondre au plus près aux demandes des fidèles. Nous sommes allés à la rencontre des acteurs qui font l'islam dans cette région. L'Institut méditerranéen d'études musulmanes organise régulièrement des colloques permettant de mieux appréhender localement le fait musulman. Créé en l'an 2000, il se présente comme un centre de ressources sur la civilisation arabo-musulmane, donc qui veut apporter une contribution à la connaissance et à la promotion de cette culture, de cette civilisation, faire ainsi reculer les préjugés et faciliter l'échange et le débat.
Nous avons une population qui n'est pas très riche, qui est même des fois demandeuse d'emploi. On a beaucoup de chômage dans la population musulmane. Mais je pense qu'avec l'arrivée des nouvelles générations, des jeunes qui maintenant intègrent les universités, intègrent les facs, les instituts, on a des musulmans, des citoyens de confession musulmane qui arrivent de plus en plus à se placer à différents niveaux de la fonction publique, dans les entreprises, etc. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. La communauté musulmane de la région PACA participe activement à l'économie de la région PACA puisque nous constatons qu'ils participent dans tous les domaines de la région, que ce soit au niveau économique, social, culturel, occultuel et politique. Ceci veut dire que la communauté musulmane de la région PACA est devenue une communauté incontournable. Le gros dossier pour le CRCM PACA est se confier sur les permis de construire et les mises en conformité des mosquées. Et les autres dossiers encore, c'est les carrés musulmans au niveau de notre département, comme par exemple dans le Var, nous sommes en train de réaliser le premier carré musulman dans le département du Var. Passés en quelques années du statut d'immigré à celui de citoyen, les musulmans de la région PACA expriment désormais leurs attentes auprès des responsables politiques qu'ils ont contribué à élire. Les musulmans se tournent vers leurs élus et donc vers le président de région en demandant le respect, la laïcité, la reconnaissance de leur culture qui fait la richesse de la Méditerranée et de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui doit beaucoup à l'islam, comme l'Andalousie, et puis le respect naturellement des croyants. La laïcité, ça n'est pas du tout la lutte contre les croyants ou contre les religions, c'est la protection de la liberté religieuse. Donc on a la liberté d'être de culture musulmane, mais de ne pas respecter strictement la religion musulmane ou même d'être intégriste. Et par conséquent, nous sommes là pour faire que ce respect soit clair, et notamment pour ceux qui pratiquent la religion dans les lieux de culte qui doivent être dignes, et non pas être une forme de mépris ou de rejet ou d'exclusion de ceux qui ont cette religion qui est la deuxième de France. C'est quoi Kitabun? Alors qu'est-ce qu'il y a comme différence? Pour beaucoup de musulmans de la région, la transmission des valeurs à ses enfants est une priorité. Ainsi, les cours de langue arabe et de religion ont trouvé leur place au sein des mosquées. Ça fait 4 ans que je suis là. Avec les élèves, on s'entend très bien. J'ai réussi à assumer de leur donner les cours en arabe. Ils ont appris l'alphabet en arabe, ils ont appris à lire. Et il y en a des élèves qui sont doués, qui savent même écrire d'ailleurs. Hein. Et cette année, vu qu'on a eu 35 élèves, on va avoir une autre bénévolat, voilà, qui va nous aider pour partager la classe en 2. Comme ça, chacune elle aura 15 ou 16 élèves par classe. J'amène pour apprendre un peu la langue arabe, pour apprendre un peu l'écriture, et pour apprendre un peu la religion, quelques sourates, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens d'apprendre autrement, donc c'est une bonne idée d'organiser une petite école comme ça pour les enfants voilà, pour apprendre un peu la langue. C'est des gens de Gistre qui ont fait cette mosquée. C'est une mosquée indépendante, elle est fréquentée par beaucoup de fidèles et essentiellement la communauté maghrébine, donc il y a des Algériens, des Marocains et des Tunisiens, ainsi que des convertis et bien sûr d'autres musulmans aussi. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Au départ, nous avons cherché pour acheter une maison pour
la modifier et refaire une mosquée un peu plus grande. Et vu l'état de la maison qu'on voulait acheter, donc le maire nous a contactés en nous proposant un terrain. Et à partir de ce moment-là, donc on a fait les collectes entre nous et ça a duré 3 ans. Le financement, il était fait par la majorité des gens d'Istres et quelques mosquées aux alentours. On a formé une équipe qui a une équipe de gestion, une équipe de construction et on a marché comme une entreprise pendant les 3 ans pour finalement voir cette réalisation-là s'effectuer. On a 500 familles ici. Les Turcs, ils s'entendent bien entre eux, avec la communauté maghrébine ou c'est la communauté française aussi. On s'entend toujours, on vit ensemble. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. Les musulmans du Var souffrent plus que d'autres du manque d'infrastructures religieuses. Avec l'appui du Conseil régional du culte musulman, les fidèles s'organisent pour obtenir la construction d'édifices à même de répondre à leurs besoins. On a une pénurie de lieux de culte, on a une pénurie de salles de cours pour les enfants, pour apprendre la langue arabe, pour apprendre leur culture, leur religion. Et c'est vrai que par rapport à ça, on est un petit peu lésé, je dirais, par rapport aux autres départements qui sont beaucoup plus développés que le département du Var. Il y a un centre culturel qui est en train de se faire à la Seine. Alors, centre culturel, donc il est basé sur un terrain de 2380 mètres carrés. Donc, il y aura une salle de prière qui fera environ dans les 360 mètres carrés. Il y aura une salle polyvalente qui fera dans les 220-230 mètres carrés, avec un parking en sous-sol. Donc, c'est un projet de longue haleine et qui demande beaucoup de financement. Et bon, on espère qu'à l'avenir, on est en train de voir avec le CRCM si on peut, à l'échelle de Marseille, de Paris, avoir une grande mosquée sur la commune de Toulon. Les musulmans de Carpentras, ils ont fait un effort énorme pour acheter ce lieu. Ici, on fait beaucoup de choses, donc soit le culturel, soit le cultuel. Donc, pour les femmes, ici, il y a pas mal de femmes qui apprennent la langue arabe et la langue française. Donc, le lundi et le jeudi, c'est la langue arabe, et le mardi, c'est la langue française. L'alphabétisation pour les femmes qui ne connaissent pas la langue française, donc on apprend ça aussi. Et aussi, on a autour de 100 élèves qui apprennent la langue arabe ici, tous les samedis et tous les mercredis après-midi. Donc on fait ce genre de... Et aussi avec les réunions interreligieuses avec les amis juifs et les amis. Donc chaque fois, soit ici, soit dans les salles à Carpentras, on crée des réunions pour discuter un petit peu de l'avenir du conte vénitien. Je ne parle pas de Carpentras, mais c'est tout le conte vénitien, tout ce qui est autour de Carpentras, ce qui concerne les jeunes, la vie quotidienne, un petit peu, ce qui se passe ailleurs. Et c'est comme ça, on change un peu les idées et les paroles pour trouver une solution à vivre ensemble. Les 2 grandes mosquées de la zone urbaine d'Avignon ont fait le choix de s'ouvrir largement sur leur environnement et de contribuer à la vie sociale de la ville. Ainsi, malgré des moyens financiers modestes, la mosquée Es-Souna essaie de conjuguer transmission de la foi et solidarité avec les plus démunis. Située en périphérie d'Avignon,
Elles mettent en acte les valeurs musulmanes au profit de tous. On a 4 classes qui, je veux dire qu'on a les soutiens scolaires et c'est ouvert au public pour tout le monde, qu'il soit musulman ou pas musulman. C'est pour aider les enfants, je veux dire. Il y a une grande bibliothèque qu'on va aménager ici dans le programme, Inch'Allah, qu'on va atteindre 5000 livres. Donc ça, c'est dans les programmes. Il y a une cuisine aussi à côté, une grande cuisine. On pense à ouvrir pendant les périodes hivernales pour abriter les sans-abri, pour leur présenter des repas chauds, voilà. Donc, on se prépare aussi à travailler avec la mairie aussi pour des récoltes de sang et voilà. Donc, c'est tout un programme. C'est tout un programme des musulmans. Donc, les musulmans sont très motivés ici, dans la région. Créée en 2001, la mosquée de Cannes est l'une des rares mosquées de France à être régie à la fois par la loi de 1905 pour sa dimension cultuelle et par la loi de 1901 pour ses activités culturelles. Un modèle juridique qui devrait se développer dans la région PACA et dans toute la France dans les années à venir, car il répond pleinement à l'esprit de la laïcité. La loi 1905 vous permet de vous mettre en conformité avec la séparation de l'Église et de l'État, à savoir que vous pouvez bénéficier de legs, de donations, de biens faits par des bienfaiteurs, de collecter bien sûr de l'argent, de vivre essentiellement par ces dons et par ces collectes. Quant à la loi 1901, vous pouvez très bien créer dans le même établissement une structure juridique différente. C'est le cas en ce qui nous concerne. Nous avons créé l'association socio-culturelle Ibn Khaldoun pour bénéficier de subventions et d'aides pour nos actions culturelles et des actions purement sociales. Nous avons donc voulu que ce lieu soit un symbole et un exemple et un modèle pour cette ville de réputation internationale. Et c'est un petit peu le travail que nous avons voulu faire depuis bientôt une dizaine d'années. La communauté musulmane d'Aix-en-Provence dispose de petits lieux de culte à la capacité d'accueil très insuffisante. Depuis 10 ans, les associations locales se sont rassemblées pour obtenir la construction d'une grande mosquée. Je pense qu'une ville comme Aix mérite effectivement un lieu semblable et que la communauté évidemment est dispersée dans sa pratique à la fois hebdomadaire et annuelle, disons, pour les prières qui réunissent normalement toute la communauté. Nous n'avons pas rencontré beaucoup de répondants du côté de la mairie, effectivement, ce qui a bloqué le projet. C'est bien dommage parce que la construction d'une mosquée, c'est une démarche à la fois qui s'inscrit dans l'urbanisme et l'urbanité aussi, et que je pense que c'est important pour la communauté musulmane en général et à Aix en particulier. Si à Aix-en-Provence, les musulmans semblent unanimes pour réclamer une grande mosquée, à Marseille, en revanche, un débat oppose les partisans de la construction d'une grande mosquée qui rendent hommage à la communauté musulmane de la ville et ceux qui prônent la mise en place de structures plus modestes mais répondant pleinement aux besoins des fidèles. Il y a à Marseille 62 mosquées où s'exerce le culte musulman. Alors ces mosquées, nous veillons à ce qu'elles soient aussi dans la légalité, dans l'accueil de public, avec la sécurité. Et depuis quelques années, la communauté musulmane souhaitait bénéficier d'une grande mosquée, d'une mosquée digne de ce nom. Et nous avons, par un bail amphithéotique, loué à la communauté musulmane un très grand bâtiment, à elle de transformer ce bâtiment, d'en faire, comme dirais-je, un grand décor qui permette d'accueillir les fidèles qui veulent observer les règles du Coran. Peut-être qu'on va choquer un certain nombre de gens. Et voilà, quand on parle de la grande mosquée, ça n'a jamais été une priorité. On a toujours expliqué à la mairie, on a toujours expliqué à la communauté que normalement dans chaque quartier on doit avoir une salle de prière pour les 5 prières, pour éventuellement aussi donner des cours d'arabe
pour permettre à tout le monde de faire la prière. Ensuite, au niveau de 2 voire 3 arrondissements, avoir une mosquée moyenne pour le Jumu'ah, où les gens peuvent se rencontrer, au niveau de 3 voire 4 arrondissements. Ensuite, pour l'Eid, on a le parc Chano, on peut avoir des terrains pour le faire. Donc si on a à choisir entre une grande mosquée cathédrale, qui doit être loin de toute de la présence musulmane à Marseille, on préfère avoir 3 voire 4 mosquées sur toute Marseille, et cela va faciliter beaucoup de choses pour les musulmans, Inch'Allah, dans leur pratique, dans la pratique de la religion. Dans la région PACA, l'émergence de personnalités nouvelles issues des communautés musulmanes met en valeur la capacité de chacun à conjuguer valeurs de l'islam et engagement citoyen. Nassera Ben Marnia a fondé l'Union des familles musulmanes des Bouches-du-Rhône. Depuis plusieurs années, elle organise l'opération L'Aïd dans la cité, une manifestation qui rappelle que la culture est aussi un fondement de l'islam. Il y a l'aspect cultuel, sacré de cette fête, qui passe par la prière à la mosquée et le sacrifice de l'agneau, mais c'est aussi une fête familiale et la fête du partage par tradition et par excellence. On a plusieurs types d'activités, ça va de l'accompagnement social brut, c'est-à-dire de distribution de colis alimentaires à vestiaire familial, à de l'accompagnement type médiation. Donc, en général, c'est entre l'usager et une administration bien précise. Alors, bien souvent, au vu de l'origine de nos familles, ça tourne essentiellement au niveau du service des nationalités françaises, sur l'accompagnement du droit aux étrangers et du travail de médiation auprès du tribunal d'instance. D'autres ont fait le choix de la politique, une autre manière de donner du sens à sa foi au profit de tous. Aujourd'hui, je suis un militant politique, j'ai des responsabilités politiques, j'ai une conviction religieuse. Vous savez, il y en a qui ont une conviction, une spiritualité sans Dieu. Moi, j'ai une spiritualité avec Dieu. Donc, mais tout ceci aujourd'hui, c'est pas un marqueur identitaire. C'est aujourd'hui, c'est moi. Je suis noir, j'ai des origines comoriennes, je suis profondément français, j'habite Marseille. Et tout cela fait qu'aujourd'hui, on vit avec d'autres communautés qui ont aujourd'hui des religions différentes, des convictions différentes. Mais la démocratie, c'est l'expression de chacun. Moi, je suis né au Panier, à 2 pas d'ici. Et je vous dis que dans les années 80, être musulman et pratiquer sa foi, c'était terrible. Nous étions dans des conditions indéfinissables, inqualifiables aujourd'hui. C'est inqualifiable. Et vous voyez à ce moment-là qu'il y a des choses dans la société qui ne vont pas. Et je pense que c'est de ce mélange-là que ma fibre citoyenne est née. Ce qui a été mon engagement et en tout cas ma foi, que ce soit à travers la religion ou tout simplement mon combat, c'est ma propre histoire. Moi, j'ai été élevée par mes grands-parents qui étaient pratiquants, qui avaient la foi, par des parents qui sont pratiquants aussi. Et donc, c'est vrai que ça fait partie intégrante de ma vie, mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, mon combat, il est aussi, vous savez, de tous les jours, de me dire que si je suis là, c'est aussi parce que j'ai une mission et que j'essaie d'apporter au mieux et d'essayer de faire que les gens vivent mieux. Alors, je sais pas si ça peut rentrer dans la foi, dans la politique, ça dépend comment on le prend, mais peut-être que moi j'avais une grand-mère qui me disait toujours, qui était très croyante, et elle me disait dans la vie, il vaut mieux être celui qui donne que celui qui prend.